institutionnel, c'est un entrepreneur qui a réussi, Guillaume. Alors oui, que je sais, jusqu'à présent, ce que j'ai entendu, c'est de l'autocélébration d'entrepreneurs qui doivent encore réussir. Tout à fait juste. Et donc, une des questions qu'on va essayer de vous poser, c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Pour cela, j'aimerais compter sur votre aide. Comme on n'aura pas de temps pour les questions à la fin, j'aimerais que les questions, vous les posiez au fur et à mesure, mais dans les thématiques qu'on va essayer d'affronter. Mais avant toute chose, j'ai déjà trop parlé. Est-ce que, allez, malgré la présentation à la SERP que je vous ai faite, rapidement, l'un à l'autre, par ordre chronologique, PayPal. Bonjour à tous, je suis Damien Perria, je travaille pour PayPal Europe. Premièrement, nous sommes très contents d'être aujourd'hui à Bordeaux. Vous savez, PayPal, c'est vraiment une très belle histoire, c'est vraiment une success story de la Silicon Valley, commencé en 98 par un groupe de 5-6 personnes qui avaient 20 ans à l'époque et qui avaient cette idée un peu folle de vouloir changer la manière dont on gérait l'argent. C'est des gens qui étaient pour la plupart nés à l'étranger, en Chine, en Ukraine, en Pologne, en Allemagne. Et PayPal a été créé en 98, c'était à la suite des crises financières en Russie et en Asie du Sud-Est. Et les gens voulaient redonner du pouvoir aux citoyens sur le contrôle qu'ils avaient sur leur argent. Et c'est vrai que depuis 17 ans, il s'est passé beaucoup de choses. PayPal avait été acquis en 2002 par eBay pour 1,5 milliard de dollars. Et cette année a été une année très importante pour nous parce que nous ne sommes pas sortis du giron d'eBay pour nous introduire en bourse sur le Nasdaq en juillet dernier. Aujourd'hui, nous avons une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars. Donc c'est à peu près la capitalisation boursière de la Société Générale. Donc si PayPal était listé au CAC 40, on serait la 12e capitalisation boursière de France. Il y a beaucoup de choses qui sont passées sur les dernières années. Le e-commerce est passé d'un petit point de détail dans le commerce à une réalité. Il y a eu l'émergence aussi des smartphones avec un point d'inflexion très important en 2010. Aujourd'hui, il y a un tiers des gens qui font des achats en ligne avec leur smartphone. C'est encore plus important sur les générations de moins de 30 ans, c'est encore plus important dans les pays émergents. Et puis il y a aussi l'arrivée de nouveaux acteurs qui ont bouleversé la manière dont on fait du commerce. Il y a 15 ans, 17 ans, il n'y avait pas Uber, il n'y avait pas Airbnb, il n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas Netflix. Donc les habitudes de consommation ont beaucoup changé. Donc le résultat, 17 ans après, c'est quand on a commencé, on était le moyen de paiement préféré sur eBay. Aujourd'hui, la vaste majorité de nos volumes de paiement se font en dehors d'eBay. On a commencé, on était une entreprise américaine. Aujourd'hui, on est dans 203 marchés. On est enregistré comme une banque en Europe. Et puis, on a une plateforme avec 169 millions de gens qui nous utilisent de manière active et des millions de marchands et de développeurs au travers le monde qui nous utilisent pour faire du commerce. Daniel Collignon, l'histoire Axelia, ça s'appelait, c'est ça? Oui, bonjour. Axelia, je pense, c'est la dernière société d'assurance vie qui a été créée ex nihilo en France. Elle a été créée dans un premier temps par le groupe April. Alors c'était en 2007, vous vous rappelez? Non. Elle a été créée par toi au sein du groupe April, qui lui-même est une boîte qui a été créée en 92, je crois, non? À peu près, oui. Voilà. Donc j'ai créé Axelia Vie la réalité derrière le mot groupe institutionnel. Et en fait, donc c'était en 2007 et en 2008, vous savez, il y a eu quelques événements dans le monde financier qui ont fait que le groupe April a renoncé à sa vocation à devenir assureur vie et nous a mis en vente et nous sommes rentrés dans le groupe Crédit Agricole avec comme objectif de développer l'activité de Crédit Agricole Assurance en assurance vie partout où ce n'était pas Crédit Agricole ou SL. C'est-à-dire qu'en fait, nous travaillons avec des plateformes de conseillers en gestion de patrimoine, nous travaillons avec des sites internet de commercialisation d'assurance vie et un certain nombre d'autres partenaires hors groupe Crédit Agricole. Alors notre manière de faire, c'est d'apporter des solutions plus efficaces pour nos partenaires qui répondent mieux à leurs attentes, mieux à l'attente de leurs distributeurs finaux et mieux à l'attente de leurs clients. Et le tout repose en particulier sur un outil informatique qui aujourd'hui est le meilleur que ce que peut offrir un assureur vie sur le marché. Et c'est de 0 à 3 milliards d'euros d'encours aujourd'hui, donc en 8 ans, nous gérons un peu plus de 3 milliards d'encours et nous allons avoir une activité qui devrait dépasser le milliard d'euros de collecte d'assurance vie cette année.
sur le marché qui fait en gros 130-140 milliards d'euros. Pierre-Antoine. Alors, Prends l'autre. voilà, merci. Donc oui, moi c'est Pierre-Antoine Dussoulier. J'ai créé en 2006 une société qui s'appelait Cambist.com et qui est ensuite devenue Saxo Bank en 2008. C'était un peu une des premières, ce qu'on pouvait appeler fintech à l'époque, parce que pour créer Cambist.com, je devais avoir un agrément auprès, à l'époque, du CE-CEI, c'était pas encore la CP, et c'était un agrément pour faire offrir un service de courtage sur les devises pour les particuliers. C'était quelque chose qui n'existait pas en France à l'époque. C'était possible de faire ça en Angleterre ou aux États-Unis, mais en France, à ce moment-là, on pouvait simplement acheter des actions, par exemple Alcatel ou autre, mais on ne pouvait pas prendre une position sur le dollar ou sur le yen. C'est que je suis allé voir le régulateur et je lui ai dit, est-ce que ça serait possible d'avoir un agrément spécifique pour faire cette activité-là ? Et à l'époque, j'étais un simple employé de banque dans une société, dans une banque anglaise, donc je faisais des allers-retours entre Londres et Paris pour voir le régulateur français, qui en fait a été très sympathique avec moi et qui a créé ce nouveau type d'agrément d'établissement de crédit, de petit établissement de crédit, pour pouvoir faire ces opérations de change pour les particuliers. J'ai eu l'agrément, et à partir du moment où j'ai eu l'agrément, le business s'est développé très très vite. Et très très vite, je me suis bien entendu avec Saxo Bank, et on a décidé que la société deviendrait Saxo Bank en France. On a changé cet agrément en agrément de banque, carrément. Là, c'était en 2008. Donc, en 2008, c'était encore facile d'avoir un agrément de banque. On est devenu une banque et on a développé l'activité de manière exponentielle depuis ce moment-là. Et voilà. Et sinon, Saxo Bank, c'est un groupe maintenant, c'est un groupe d'origine danoise qui est aussi un groupe entrepreneurial parce que il y a deux fondateurs qui sont toujours les actionnaires majoritaires de la banque au Danemark, qui est aujourd'hui à peu près la troisième banque danoise et qui est spécialisée sur la même chose que ce qu'on fait en France, c'est les opérations donc, de courtage sur les devises, mais aussi sur les CFD, les contrats futurs, les options et les actions. Alors, si on résume, on a autour de la table, là, ou plutôt en brochette, des teneurs de compte, de la gestion privée, du paiement, du crédit et du financement et de l'assurance. Il ne me semble pas avoir vu depuis ce matin une entreprise qui fasse autre chose que l'une de ses fonctions, mais peut-être qu'à un moment j'étais sorti. Donc la question va être, dans quelle mesure est-ce que vous, qui avez levé la main tout à l'heure, être capable de renverser la table de ces messieurs ici, auxquels il manque quand même radicalement une femme, c'est bien regrettable. J'ai essayé de proposer les questions qui se sont posées de manière un petit peu plus courte et peut-être plus radicale. D'abord, je n'ai pas entendu une donnée de base, qui est que l'an dernier s'est investi dans le secteur en France 300 millions d'euros, tout mouillé, le vent dans le dos. Pendant ce temps-là, en Grande-Bretagne, s'investissait 1 milliard et aux États-Unis, 10 milliards. On est, toute proportion gardée, dans une situation qui évoque celle de ce qu'on a appelé ensuite la bulle Internet, qui évoque, on va dire, 98, quand le système des télécoms et des services en ligne, du Minitel pour certains qui s'en rappellent encore, du commerce électronique, s'est éveillé à un truc américain dans lequel les Américains investissaient comme des fous depuis des années. Et on avait une petite start-up américaine qui perdait de l'argent qui s'appelait Amazon, dont Nicolas Colin parlait tout à l'heure, alors que nous, on avait quand même la Redoute et les Trois Suisses. Le défi tel qu'il se pose aujourd'hui, il est pour l'ensemble du système financier et bancaire français, start-up et grandes boîtes confondues. Puisque la vague FinTech est partie aux États-Unis il y a à peu près 3 ans et qu'on a juste 30 milliards d'investissements de retard sur les États-Unis si on veut faire quelque chose du système bancaire et financier français. Ça c'est un premier enjeu. Donc la question que je vais vous poser, mais dont j'espère entendre des échos dans la salle, c'est est-ce qu'on peut encore monter une FinTech en France avec une chance de faire quelque chose? Donc il y a la question France. Et puis, il y a un contexte plus technologique qui s'est bien dessiné dans les interventions de Nicolas Colin et Stéphane Mallard tout à l'heure. Mais déjà, est-ce que,
Pierre-Antoine, tu allais dire quelque chose, vas-y. Et puis Damien. Non, j'allais dire, la question c'était est-ce que c'est encore possible d'entreprendre dans le secteur financier En France, et bien sûr. réussir. Bien sûr, au contraire. Je pense que c'est même peut-être plus facile qu'ailleurs parce qu'il y a moins de concurrence. En fait, si on va en Angleterre ou si on va aux États-Unis, il y a tellement de gens qui ont faim et qui se battent. Et en plus, on a des régulateurs qui sont plutôt souvent où c'est plus facile d'avoir un agrément qu'en France. Donc en fait, il y a une concurrence terrible. Tandis que si on est en France, c'est un petit peu plus difficile, mais ça nous permet de construire des bases solides. Et en revanche, il y a très peu de concurrence. Donc je pense que la France, au contraire, est un bon endroit pour entreprendre dans la finance. Aussi, les banques françaises sont souvent un peu en retard. Et en fait, donc c'est super parce que lorsqu'on est français et qu'on apporte des idées, beaucoup de banques françaises sont prêtes à vous suivre et sont intriguées et se disent qu'elles veulent rattraper le train en marche. Et donc, elles peuvent se dire que ça vaut le coup de capitaliser. Par exemple, on a vu l'opération de Litchi avec Crédit Agricole Arkea la semaine dernière. Crédit Mutuel Mutuel Arkea. Arkea. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver en France et qui n'arrivent pas nécessairement immédiatement dans les pays anglo-saxons. Donc je pense que c'est même plus facile, en fait, paradoxalement, d'entreprendre dans la finance en France. Alors après, c'est dans le sens, si on dit qu'une fintech, c'est entreprendre dans la finance, mais peut-être qu'une fintech, ce n'est pas simplement ça non plus. C'est peut-être aussi entreprendre dans la finance en étant disruptif. Et en étant disruptif, ça veut dire en ayant aussi un projet qui peut être global, qui peut être mondial. Donc si jamais on se limite à entreprendre en France et dans la finance, c'est peut-être plus facile, mais peut-être qu'on fera 50 millions d'euros comme Litchi. Mais si on a des ambitions qui sont encore plus grandes et on a une vision qui est encore plus large et des rêves encore plus fous, là, dans ce cas-là, peut-être que dans l'immédiat, c'est vrai que la France n'est peut-être pas le meilleur endroit. Malgré tout, on a l'Europe. Si on a un agrément en France, on peut le passeporter dans tous les autres pays européens. Et donc, on n'est pas obligé de se limiter non plus à la France. Damien Perria, vous rachetez des fintech, en gros, à chaque petit déjeuner. Est-ce qu'il y a quelque chose à racheter en France? Je ne vais pas me prononcer sur ce point-là exactement. Effectivement, nous rachetons des sociétés. On avait 3-4 sociétés de fintech intéressantes qui ont été rachetées par PayPal. Bill Me Later, qui était une société américaine de crédit à la consommation en ligne, que nous avons racheté en 2008, quelques semaines après la faillite de Lehman Brothers. Donc c'était un peu notre démonstration que nous étions croyants en l'opportunité de racheter Bill Me Later. Il y a 2 ans, nous avons racheté Braintree, qui est une société de paiement en ligne qui est très développée sur toutes les applications mobiles. Cette année, nous avons racheté Pagent, qui est une société américaine qui fournit des solutions de paiement et de fidélité à des retailers. Nous sommes en train de conclure l'achat de Xoom, qui est une société de transfert d'argent américaine. Et pour nous, c'est un moyen de renforcer notre croissance et aussi d'étendre notre service sur des segments où nous n'étions pas forcément présents. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur les 13 nouvelles startups unicornes en Europe, il y en a 5 en fintech. Donc la fintech est quand même importante en Europe. 12 milliards d'investissements dans la fintech en venture capital, c'est 2 fois plus que dans le biotech. Donc j'ai l'impression qu'on est plus préoccupé par notre argent que par notre santé. Et il y a 25% de cet argent qui va dans les paiements. Donc pour nous, c'est très important. Je pense que moi, j'ai la chance d'avoir un métier qui m'amène à voyager beaucoup. Je pense qu'il y a quand même 2 ou 3 aspects sur lesquels c'est très dur d'avoir des raccourcis. Le premier, c'est la taille, avoir une taille critique, parce que la taille critique, au-delà du succès commercial, c'est aussi renforcer son modèle. Par exemple, PayPal, nous, on processe 4 milliards de transactions par an, 1 milliard sur le mobile, donc c'est grosso modo 6 000 transactions par minute. Au-delà de l'impact commercial de ça, c'est aussi 6 000 transactions qui, chaque minute, renforcent la qualité de nos algorithmes, pour avoir un système qui est performant, qui est sécurisé, où il n'y a pas de fraude. La deuxième chose, c'est vraiment l'internationalisation. Et c'est vrai que je voyage beaucoup en Europe de l'Est, quand on va dans les pays baltes ou dans les Balkans, c'est vrai que vu que les entrepreneurs viennent de petits pays, ils ont cette capacité à définir leurs services directement dans une logique internationale, ce qui n'est peut-être pas le cas toujours en France. Et on prend juste un exemple, le nom des entreprises. Avoir un nom français, c'est bien, mais pour vendre à l'international, c'est un peu compliqué.
Et aujourd'hui, c'est vrai que toutes les plateformes qui ont du succès, c'est des plateformes internationales, parce que le monde est sans frontières. Et il y a un troisième élément, c'est aussi la réglementation. Les services financiers, c'est des métiers qui sont réglementés pour des bonnes raisons, donc il faut savoir gérer ces réglementations. Et au-delà de la réglementation, c'est la confiance qu'on va donner aux consommateurs. Je pense que tout le monde peut s'improviser plus ou moins hôtelier ou chauffeur de voiture. Je ne pense pas que tout le monde puisse improviser gestionnaire patrimoine ou banquier. Il y a un peu plus de connaissances et d'expertise à avoir. Nous, juste pour vous donner une idée, chez PayPal, on a 8000 personnes qui travaillent 24 heures sur 24 pour faire le support client, pour sécuriser les transactions. Bon, enfin, quand vous vous êtes lancé, vous n'en aviez pas. On n'en avait pas autant, mais c'est quelque chose qui est très important parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de commerce, s'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de paiement. Donc c'est vraiment la clé de voûte de notre succès, c'est aussi renforcer la confiance des gens dans notre service. Daniel Collignon, entreprendre en France aujourd'hui dans les fintech. Qu'est-ce qui est susceptible de renverser la table dans le monde de l'assurance quand on est un jeune entrepreneur? Est-ce qu'on peut le faire hors d'un groupe? Est-ce qu'il faut être dans un groupe? L'assurance vie aujourd'hui est un secteur financier extrêmement puissant puisque ça représente à peu près 50% de l'épargne financière des ménages. C'est un secteur qui est protégé par plusieurs facteurs. Le premier, c'est le poids des stocks et des fonds propres qui y sont liés. Il faut beaucoup d'argent pour créer un assureur. Le deuxième, c'est la méconnaissance totale qu'ont les étrangers de l'assurance vie en France. Et peu d'étrangers, pour ne pas dire aucun étranger, en tout cas venant de l'extérieur, n'a réussi à s'implanter en France. Et le troisième point, c'est l'âge moyen de la clientèle. Generali Generali était une société française à l'origine. C'était une société qui a été merde, Trieste est en France. Ah merde. Generali a été créé en France en même temps qu'à Trieste. Ça s'appelait la Concorde à l'époque. Donc, donc le troisième point, c'est l'âge moyen de nos clients. Hein, nos clients, en fait, sont pratiquement tous nés avant l'éclosion d'Internet et du mobile. Donc sont peu concernés par les outils modernes. Mais on est aussi à la veille d'un changement profond qui peut intervenir du jour au lendemain, qui est sous-tendu par le changement de la réglementation, hein, que ce soit Solvabilité 2 pour nos fonds propres, que ce soit le devoir de conseil pour nos partenaires distributeurs, et aussi par des moyens technologiques, puisque qui dit secteur protégé dit secteur relativement peu innovant. Et aujourd'hui, on est clairement à l'écoute de l'offre des fintechs, et en particulier des robo-advisors. On a un projet avec Funshop en particulier, que vous avez entendu ce matin, pour développer des services complémentaires. Alors, non pas pour bouleverser dans un premier temps la distribution d'assurance, mais pour apporter à nos clients et à nos partenaires distributeurs des outils complémentaires dans la chaîne de valeur pour avoir une meilleure offre et pour résister à d'éventuelles surprises qui pourraient intervenir venant de secteurs complètement extérieurs à l'assurance vie aujourd'hui, mais qui auraient à la fois des moyens financiers et des accès aux clients faciles, par exemple Google ou d'autres du secteur. Donc, les fintechs sont pour nous un point essentiel pour compléter notre offre, un point essentiel pour nous préparer à l'émergence des jeunes générations qui, de toute façon, refuseront de travailler avec des outils traditionnels. Imaginez qu'on est encore en train de faire souscrire des contrats sur des papiers carbonés, enfin autocopiants, en 3 ou 4 exemplaires. Donc, on est à l'âge de pierre par rapport à ça. Et il est tout à fait essentiel de s'enrichir de cet apport pour préparer l'avenir. Et donc, vous rachèteriez un robot-advisor? Pour vous, c'est un nouveau canal de distribution? Comment est-ce que vous, pour les robots-advisors qui sont dans la salle, comment est-ce que le monde de l'assurance voit ça? Parce que, après, j'ai une question un peu plus provocante pour vous, mais déjà. On a un groupe qui est large, qui est multiforme, et d'ores et déjà, Amundi est rentré au capital de certains robo-advisors. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait? Est-ce que ce n'est pas juste une manière de distribuer de l'assurance vie, effectivement, autrement que par polycopier? Quelle est la partie robot de l'advisor quand, en fait, ce que tu distribues, c'est des produits indiciels avec un peu de personnalisation? Où est l'intelligence artificielle du robot advisor? Où est le disruptif? Bon, vous pouvez préparer les tomates, mais j'en ai plein comme ça. Bon, Léonard me contredira, c'est pas d'accord. Mais en fait, aujourd'hui, dans la gestion d'un contrat d'assurance, il y a le fameux fonds euro, mais il y a à côté de ça des unités de compte. Et les unités de compte ont été vendues largement dans une période où les marchés financiers étaient performants sur la réputation des asset managers.
Or, en fait, une dimension complète avait été laissée de côté, qui est l'allocation d'actifs. Aujourd'hui, on offre des allocations d'actifs un peu toutes faites. Ça s'appelle la gestion pilotée, la gestion conseillée, et on habille à peu près tout le monde de la même manière. Avec un robot advisor, on sera capable de terminer une allocation d'actifs, donc une recherche de performance la plus élevée possible, qui sera complètement adaptée aux enjeux de chaque client, à son appétence au risque, donc à son acceptation de pertes éventuelles, au terme et à l'objectif de son contrat d'assurance, voire même au rythme de ses paiements. Donc une valeur ajoutée très différente par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Pierre-Antoine. Non, moi je crois que tu dois recevoir des tomates, en effet. Ah mais ce n'est que le début. Hein. Déjà, ça me ferait rire déjà. Non, mais sinon, c'est vrai que moi je pense qu'il y a plein de choses qui sont. Le terme disruptif, déjà, je pense souvent est un peu galvaudé parce que en fait, je pense que c'est juste des évolutions technologiques qui permettent de mieux vendre certains produits ou de mieux les adapter, de faire des évolutions. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si disruptives que ça. Et donc, et aussi parce que la finance souvent a été un peu en retard en fait dans le rapport aux nouvelles technologies et dans le rapport à l'internet, dans le rapport au mobile. Et donc c'est pour ça que maintenant les fintech arrivent en fait sans qu'elles soient spécifiquement disruptives. Mais en fait les fintech arrivent maintenant dans la finance, c'est simplement un effet retard. Mais en fait il n'y a pas des choses qui sont si disruptives que ça. La seule chose qui est vraiment disruptive, et on en parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui est blockchain, je pense. Oui, mais voilà. ça on va y arriver à la fin. Mais si je recontextualise, si je résume d'une phrase ce que Nicolas Colin et Stéphane Mallard ont expliqué, on est sur ce que j'appelle la marche EMR ou IMR. On est passé, moi je viens du journalisme. Le journalisme a été le premier métier après la musique à prendre en pleine figure la révolution numérique. Et les recettes, en passant du papier à Internet, ont été diminuées d'un facteur 10. Et quand on est passé de l'ordinateur au mobile, c'est-à-dire il y a en gros l'année dernière, on s'est aperçu que les recettes publicitaires étaient à nouveau diminuées d'un facteur 10. Et où ça va s'arrêter, eh ben, on ne sait pas. Mais en revanche, si vous prenez le marché hôtelier, on a la même logique où on est passé du déstockage, lastminute.com, la dernière grande start-up qui soit sortie d'Europe, à une révolution de la distribution qui mange dans les marges de tous les hôteliers aujourd'hui. Booking, une plateforme américaine, et Airbnb transforme le produit, numérise le produit même en le transformant de produit en service, en le robotisant. Si je change de secteur pour prendre un secteur adjacent qui est celui du transport, où là encore je suis passé d'une logique de déstockage numérique, typiquement les plateformes de réservation en ligne, tout ça, à une plateforme collaborative de partage, on parle beaucoup d'Uber en France, mais Drivey est probablement plus forte dans la mobilisation du capital dormant que simplement de la location type Uber. Uber Pop, c'est une autre histoire. Et derrière, ce qui se dessine, pas plus à côté, l'ITS, c'est une robotisation du transport où je cesse d'immobiliser plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un véhicule qui m'appartient et que je conduis 10 heures par semaine pour bénéficier d'un service automatique de transport d'un point à l'autre. Et ça, c'est une révolution complète, mais qui se dessine dans ce qu'a dit Stéphane Mallard tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est passé, si on en revient à la finance, d'un système de e-paiement. Damien, tu en sais quelque chose, hein, sur le paiement numérique. On est en train de basculer sur un système de m-paiement. Petite incidente, c'est quand même merveilleux de se dire qu'il y a 15 ans, en Europe, on avait le GSM et la carte à puce. Et on était largement en avance sur tout l'écosystème du paiement mobile qui va se tenir 15 ans après sur 2 OS, Apple et Google, dont aucun n'a quoi que ce soit à voir avec l'Europe. Intéressant ? L'Europe a perdu pied dans le passage de U au M en matière de paiement. Je te passe la parole,
dans une seconde, parce que la robotisation du paiement, ce sera sans doute blockchain. Mais déjà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'une start-up peut faire de réellement disruptif dans le paiement? Y a-t-il encore quelque chose? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à disrupter. On voit des acteurs historiques qui se renouvellent, on voit des grandes entreprises de technologie se lancer sur le paiement, on voit des startups, etc., etc. Je pense que le paiement, c'est ennuyeux. Il n'y a personne le matin qui se lève pour faire un paiement. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui un matin se lèvent, tiens, je vais aller payer quelque chose. Mais derrière le paiement, il y a des use cases, il y a des histoires. Donc je pense que derrière la description froide que tu pouvais faire de ces plateformes, en fait, il y a des vrais gens. Parce que derrière Airbnb, en fait, il y a une personne qui a trouvé un moyen peut-être de louer une chambre. Derrière une personne qui loue sa voiture sur Drivey, il y a une personne qui a trouvé un moyen de monétiser. Et je pense qu'il y a tout un pan de la campagne d'Hillary Clinton en ce moment aux États-Unis qui est sur ce qu'ils appellent en anglais la gig economy. Donc les moyens, les nouvelles plateformes qui vont permettre aux gens de gagner de l'argent en dehors de leur occupation principale. Et c'est vrai qu'on le voit, il y a plein de plateformes. Il y a par exemple une plateforme qui est dirigée par un Français dans la Silicon Valley, qui a été le premier PDG de PayPal en France, qui s'appelle Stéphane Casriel, qui s'appelle Upwork. C'est une plateforme de freelance. Donc je suis un ingénieur en informatique à Bordeaux, je peux vendre mes services à une entreprise de la Silicon Valley et je vais pouvoir utiliser cette plateforme. On parlait tout à l'heure des plateformes de gaming. Il y a une plateforme qui appartient à Amazon qui s'appelle Twitch Alert, qui permet à des gamers de se filmer et de lever de l'argent pour continuer à jouer, pour montrer à d'autres gamers comment on peut passer d'un niveau à l'autre. Donc je pense qu'au-delà de la description froide de la technologie, il ne faut pas oublier qu'il y a des vraies personnes et des vrais cas d'utilisation de cette technologie. Non, je reformule ma question. M-Pesa n'est pas une menace stratégique pour PayPal ou pour tout le système de règlement, de livraison et de paiement des banques internationales. Hein? Ça va être fait. Donc, en quoi est-ce qu'il y a une disruption possible dans le paiement, à part des petits trucs incrémentaux, le petit service qui va bien? Tu veux me faire parler de blockchain? J'y viens. Non, oui. mais alors, Mais on va y avant arriver. blockchain, Alors, avant blockchain, derrière- est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a quelque chose. La réalité derrière M-Pesa. Dans le compte, tiens, Je vais me lever. thématique à côté. Toi, tu es le principal, probablement, teneur de compte à Luxembourg. Et donc, le principal. Tout le monde ici, tous ceux qui a un compte PayPal? Bon, voilà. Donc, Merci. nous avons tous un compte à Luxembourg et nous ne le savions pas. N'est-ce pas, Damien? Vous avez le droit de lire vos contrats Voilà. d'utilisation. Et grâce à Damien, nous avons donc un compte de droit luxembourgeois. Le compte social, est-ce que Simple.com, est-ce que, j'en ai pas entendu ce matin, mais il y en a peut-être dans la salle, est-ce que cette idée qu'on entend quelque part dans le social trading aussi, cette idée de mutualiser et de simplifier le compte bancaire et donc la prestation de paiement, porte quelque chose avant qu'on parle de blockchain? Mais derrière le fait que M-Pesa, par exemple, est un succès, M-Pesa, c'est pas nouveau, hein, ça fait pratiquement 10 ans que ça existe. Il y a une réalité, il y a 1 milliard de comptes bancaires dans le monde, il y a 5 milliards de smartphones. Donc, on sait que pour certains segments de la population ou dans certains pays du monde, l'accès aux services financiers peut-être va pas passer par le secteur traditionnel et le secteur bancaire. Et d'ailleurs, dans certains de ces pays, il n'y a pas d'infrastructure bancaire en place. Il n'y a pas SEPA, il n'y a pas les chambres de compensation, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on voit même des pays très domestiqués, les États-Unis, suite à la crise de 2008, il y a toute une partie de la population, y compris dans les classes moyennes, qui se retrouvent débancarisés. Ils n'ont plus accès à leurs services et ils doivent payer des frais généralement exorbitants pour faire des opérations de base. Ça, c'est la logique compte nickel. Pardon ? Compte nickel. Oui, mais sauf que, par exemple, on prend le cas des États-Unis, ça touche aussi la classe moyenne, ce n'est pas que des sous-segments, ça devient aussi une réalité plus importante. Et dans certains pays du monde, c'est la majorité des gens. Donc ça nous forcera forcément à réinventer les modèles de bancarisation. Pierre-Antoine Dussoulier. Non, je crois que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, je pense que avant de parler des blockchains, justement, il y a quelque chose d'important aussi au sujet des fintechs, c'est qu'en dehors du paiement, il y a quelque chose auquel il faut imaginer. À mon avis, c'est la raison pour laquelle le mouvement fintech arrive un peu après plein d'autres mouvements. C'est que un bon client d'une banque, un bon client d'une assurance vie, un bon client d'un courtier en ligne, c'est quelqu'un qui a de l'argent.
Or, quelqu'un qui a de l'argent, souvent, c'est pas un étudiant. Donc, alors que d'habitude, c'est un étudiant ou quelqu'un de jeune qui va utiliser Airbnb, qui va utiliser Drivey, etc. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui a de l'argent et qui est plutôt âgé. Et si c'est quelqu'un qui est plutôt âgé, ça va pas être un early adopter, ça va pas être quelqu'un qui va immédiatement se dire je vais utiliser un robot advisor, je vais faire du social trading, du copy trading, des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça, je pense que le mouvement FinTech a mis du temps, mais est là maintenant pour durer, parce qu'il y a un changement de génération, et ce changement de génération arrive maintenant. Daniel, quand même, finissons sur l'aspect big data et assurance avant de parler du blockchain, justement, de la blockchain, on devrait dire. Est-ce que dans le mouvement actuel, qui est en gros mobile, collaboratif et big data, on n'a pas encore réussi à traduire, mais ça va venir, qu'est-ce qui se décide? Quelles sont les grandes tendances dans ton secteur? Alors, c'est vrai que voilà. c'est vrai qu'en France, on a tendance à tout cataloguer et le big data n'est pas dans les fintech. Bon, pourtant, il me semble qu'il y a de multiples applications avec des outils qui sont très semblables à ce qu'on trouve dans les fintech pour le secteur financier. Et en particulier, un point qui est tout à fait clé, c'est la capacité à lutter contre la fraude et à lutter contre ce mot qui agace l'ensemble des distributeurs de produits financiers, contre TRACFIN, contre le financement du terrorisme. Et je pense que de jeunes sociétés qui inventent des concepts complètement nouveaux, des outils totalement nouveaux, sont capables de nous aider puissamment à lutter contre ces fraudes et ces financements qui viennent du crime. Alors, par rapport à ça, je voudrais juste ajouter un deuxième point. Alors ça, c'est un petit peu un appel au peuple. J'ai une grande ambition dans ma vie, c'est de voir émerger le crowd life insurance, l'assurance vie, la crowd assurance vie. Donc, s'il y a quelqu'un qui est volontaire et qui a des idées, on peut en parler parce que j'en ai quelques-unes aussi. Voilà. J'ai quelqu'un pour toi à Paris. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à Bordeaux qui est prêt à faire du peer-to-peer insurance ou de la surtech vie? Louis? Allez, vas-y, prends un micro, dis ce que tu prépares. Non, tout à l'heure. Donc, qui d'entre vous voudrait définir blockchain? On va faire autrement. Qui voudrait que je définisse blockchain avant qu'on en parle? Parce que blockchain is coming. J'y vais, bon, allez, il y en a moins deux qui ont eu le courage. Blockchain, c'est la technologie open source de registre qui sert à certifier et sécuriser n'importe quelle transaction et qui est sous-jacente aujourd'hui à toutes les crypto-monnaies. Tout le monde parle de Bitcoin, il y en a un peu moins de 300 autres crypto-monnaies, mais le potentiel de blockchain va bien plus loin, puisqu'il s'agit de transférer la confiance et la certification dans le réseau. Aujourd'hui, une banque, c'est essentiellement quelqu'un qui vend de la confiance, qui fait que la confiance que quand une somme se déplace de votre compte bancaire à un autre compte, elle n'est pas restée dans le même compte bancaire. Vous avez ça dans n'importe quelle chaîne de blocs. Un notaire, c'est quelqu'un qui vend de la confiance. La confiance que le bien que vous achetez est réellement vendu par quelqu'un qui le possède. N'importe quelle chaîne de blocs peut certifier cela. La blockchain, potentiellement, peut se substituer à l'état civil, à tous les actes notariés, aux monnaies elles-mêmes. Citibank a lancé la semaine dernière un Citicoin, une monnaie basée sur blockchain. Le Nasdaq a lancé il y a un mois ou deux une place de marché de titres non cotés, qui le deviennent du coup quelque part, basés sur blockchain. En Europe, je ne sais pas, Damien, tu as vu quelque chose? Non. Non? Lesquels d'entre vous ont intégré blockchain à leur modèle économique? Bon, alors, Damien, quelles sont les conséquences de blockchain sur le paiement? Et puis on va parler de courtage.
Alors déjà, blockchain, c'est vraiment un très long sujet. Donc moi, je vous invite à lire, si vous voulez comprendre un peu mieux blockchain, à lire un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Digital Cash, qui a été écrit par un journaliste du New York Times qui s'appelle Nathaniel Popper. Vous allez tout comprendre sur blockchain et Bitcoin. C'est très bon bouquin pour comprendre ce qui se passe. Je pense que le blockchain, on peut pas parler de fintech en ce moment sans parler de blockchain, parce qu'effectivement, c'est des gros investissements, tout le monde regarde ça. Je pense que les banques aussi et les acteurs traditionnels regardent ça avec beaucoup d'attention, parce que c'est une vraie opportunité de potentiellement remettre à jour les infrastructures qui supportent les paiements. Je pense que, à titre personnel, ce qui je trouve très intéressant sur le blockchain, je repars du constat 1 milliard de comptes bancaires, 5 milliards de téléphones. Est-ce que c'est des technologies qui vont nous permettre d'inclure plus de personnes dans les services financiers qu'on peut proposer? Bah, c'est que si tu regardes à bras, juste pour t'embêter, on a une perspective de pouvoir envoyer de l'argent par SMS. Oui. La vraie question après, c'est est-ce qu'on a envie de garder de l'argent virtuel ou est-ce qu'on a envie d'utiliser l'argent pour refaire oui, une transaction? Non, puis de la monnaie métallique, c'est bien aussi. Hein. Je ne parle pas de monnaie métallique, mais si on reçoit une monnaie qui n'a pas de réseau d'acceptation, ça n'a pas trop d'intérêt. D'où l'intérêt de donner cours légal à une monnaie blockchain. Oui, enfin, je ne vais pas me prononcer sur la question légale, mais il y a aussi une question d'acceptation. Je pense que PayPal, on a une vraie histoire là-dessus. C'était la personne de l'index qui disait ça ce matin. C'est dur d'avoir qu'un côté de l'équation. C'est dur d'avoir les prêteurs si on n'a pas les emprunteurs. Je pense que c'est la même chose sur les moyens de paiement. Si on a les acheteurs mais on n'a pas les vendeurs, c'est compliqué. Donc je pense qu'avoir une ubiquité qui est un rayonnement qui est maximum est très important pour assurer le succès. Pierre-Antoine, toi qui viens du monde du high frequency trading. Du trading tout court. Et non, alors moi, blockchain, moi je vous conseille de parler avec Gonzague Grandval qui est là, mais lui qui est Bitcoin, mais déjà sur le côté Bitcoin du blockchain, il pourra vous dire plein de choses. Et moi, c'est comme ça que j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que là, pour le coup, je trouve ça vraiment disruptif parce que on peut faire du business sans se servir à aucun moment des infrastructures existantes du monde bancaire et du monde de la finance actuelle. Et c'est là, dans ce sens-là, que ça ouvre des perspectives incroyables. Aujourd'hui, si on fait n'importe quel autre business, toutes les fintechs qu'on a vues là, aujourd'hui, ou toutes celles que je connais, à un moment donné, elles travaillent avec des banques, elles ont comme fournisseurs des banques, et à un moment donné, elles sont juste un maillon dans une chaîne qui existe déjà. Avec le blockchain, on pourrait se dire que si tout s'arrêtait aujourd'hui et qu'on recommençait tout à zéro, on recommencerait probablement avec ce genre de technologie, mais toutes les monnaies. Il y a un mec qui s'appelle Yanis Varoufakis, il est exactement de ton avis, Pierre-Antoine. On a réussi à tenir 3/4 d'heure de table ronde en une demi-heure. Ça a été un petit peu vite, j'ai pas vu de main se lever. J'ai encore 60 secondes pour que l'un d'entre vous pose une question, ou l'une d'entre vous. Oh là, c'était si chiant que ça, faites-moi peur. Bon, bah, je vais vous proposer de les applaudir alors.